On est de retour, nouvelle émission de En route vers la Coupe du monde 2026. Olivier Brett avec vous en compagnie de Patrice Bernier pour couvrir les groupes D, E et F. Particulièrement intéressant de commencer avec le groupe D. C'est un des trois pays hôtes. On a couvert le Canada et le Mexique dans notre dernière émission. Aujourd'hui, ça nous permet de nous pencher sur une équipe des États-Unis. On disait que Carlo Ancelotti avait du pain sur la planche avec le Brésil. Bien, si Carlo en a sur sa planche avec le Brésil, Mauricio en a pas à peu près avec les États-Unis. Ça a été une année abracadabrante pour lui en 2025. Les États-Unis qui sont dans le groupe D avec le Paraguay, l'Australie qui est venu faire un tour ici au Stade Saputo cet automne, a gagné 1-0 face au Canada. Et une équipe à déterminer entre la Turquie, la Roumanie, la Slovaquie et le Kosovo. Est-ce que le plus grand défi pour Mauricio Pochettino, c'est pas le Paraguay, c'est pas l'Australie, c'est pas l'équipe des quatre que je viens de nommer qui va finalement se qualifier. C'est son propre groupe à lui. Ouais, c'est à l'interne. Je pense qu'on n'a jamais vu une équipe des États-Unis. Je pense même dans la sphère du soccer aux États-Unis, ça se tire droite-gauche. Les anciens, toutes les différentes générations des Lalas de ce monde, les Landon Donovan, Clint Dempsey, à maintenant cette génération-là, on dirait que on dirait qu'il n'a pas d'appui. Ils ne sont pas rassemblés. Il ressemble un peu à la situation qui est présentement aux États-Unis. Tu veux dire au pays? Au pays, Mhm. que tu sens qu'ils sont divisés, que les joueurs stars sont en train de choisir quand que je devrais aller jouer, pause, tu sais. Parce que c'est le gros problème, puis c'est ce qui fait beaucoup polémique aux États-Unis, c'est qu'on sent, et en fait, on sentait, puis finalement, Thomas Mauricio Pochettino, avec ses plus récentes déclarations, il a confirmé qu'il y a des joueurs qui décident de mettre la priorité sur leur club. Quand l'équipe nationale appelle, on répond plus ou moins, on répond non, ou on fait tout simplement comprendre à l'équipe nationale qu'elle n'appelle pas parce que moi, ma priorité est en club. Ça, à moins d'un an d'une Coupe du monde, chez vous, sachant qu'en 1994, ça a été un succès phénoménal, mais parce que l'équipe a livré sur le terrain, là, c'est comme si on se dit, on va être capable de reproduire ça en claquant des doigts, en remettant la switch à on, et c'est une des grandes critiques des anciens de l'équipe nationale qui disent, non, il faut que tu entretiennes ça, il faut que tu bâtisses cette culture-là, ça ne va pas débarquer, tomber du ciel le jour venu pour commencer le tournoi. Oui, il y a une réelle dissociation du public de l'équipe nationale américaine. C'est une des rares fois que j'ai regardé les matchs, je ne les ai pas tous vus, mais d'habitude, j'ai l'habitude que les stades y est plein. Et là, ils ne jouaient pas contre des adversaires, ils se disent, OK, la moitié, ça va être Ah ouais. des fanatiques de l'autre équipe, de l'autre nation. Et tu sens que. Puis, et qui d'autre que Mauricio Pochettino? Il a joué, il a représenté son pays. Ses citations sont très fortes. Il dit Neymar, Messi, Ronaldo, il dit jamais non à l'équipe nationale. C'est au fait, tu es obligé de leur dire on doit te donner une pause. Mhm. Il dit là, moi, j'ai des joueurs que c'est plus ou moins comme ben, c'est acquis qu'on est haute, donc je vais calculer ma fraîcheur pour arriver. Donc, ça te dit à l'interne, là, il a travaillé beaucoup à pousser des joueurs MLS. Parce que tu as un Sébastien Berhalter que tout le monde fait comme lui, il va nous représenter, ou Christian Roldan. Ouais, mais lui, il se dit, eux, ils semblent avoir le corps et âme working class Mhm. américain qui vient puis qui livre. J'ai pas besoin de 6-7 vedettes qui jouent à AC Milan, Juventus ou compagnie. J'ai besoin d'une ou deux, d'une équipe qui est. Lui a compris, j'ai besoin d'une osmose, d'une cohésion, que les gars ils viennent défendre la patrie. Qui était un intéressant point que les experts américains qui ont apporté, ils ont dit parce que la majorité des joueurs avant, pour faire carrière, tu avais besoin de l'équipe nationale, Mhm. de donner une plateforme pour être vu internationalement, puis pour aller en Europe, dans les grands championnats. Ces gars-là sont déjà là. Ils n'ont pas eu besoin de ça. C'est c'est les États-Unis qui ont dû les appeler pour dire viens en jouer pour l'équipe nationale américaine. Donc, il y a un détachement qui se fait, puis que ben, le travail de Mauricio Pochettino dans la dernière année, on a parlé du Canada, que quasiment tout le temps le même groupe. Il vient tester des joueurs pour dire OK, comment j'améliore ma profondeur. Lui, on dirait qu'il est en train de tester quel est mon 11 Ouais, ouais. fort, puis qui va se battre ensemble,
Et après ça, j'ai décidé qui est les gars qui vont arriver en extra. Donc, on a vu des résultats mitigés, à part le dernier contre l'Uruguay, d'un États-Unis qui vraiment se cherche avant une Coupe du monde à domicile. Ce parallèle-là avec Jesse Marsh est super intéressant parce que quand Antonin Bessner a interviewé Jesse Marsh le jour du tirage, Jesse a dit oui, je vais avoir des choix déchirants à faire, mais à quelque part, j'ai l'impression que je ne peux pas faire un mauvais choix parce qu'on a tellement de profondeur. Puis le choix que je ferai, j'aurai confiance que c'est quelqu'un qui est capable de livrer la marchandise. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de pommes pourries non plus dans le groupe de Jesse Marsh. Parce que si tu appliques la même réflexion à Mauricio Pochettino, on se rappelle ce qui est arrivé avec Joe Reyna, avec Ouais, c'est Greg, vrai. Greg Berhalter. Tu n'es jamais loin d'un drame national dans le vestiaire de l'équipe des États-Unis. Et là, il faut que tu rentres au-delà de ta recette sportive, technique, tactique, physique. Il faut que tu entres la chimie de l'équipe aussi. Et ça, il y a peut-être des décisions qui vont être dures à prendre pour Mauricio Pochettino, qui, à quelque part, va peut-être prendre le fardeau sur ses épaules pour décharger son équipe et essayer d'avoir une équipe plus soudée. Et ça, là, écoute, Pochettino n'a pas une job facile avant le début de cette Coupe du Monde-là. Non, parce que tu sais, tu l'as dit, la majorité des équipes, c'est la recette qui est toujours dit état d'esprit, esprit d'équipe. Et tu sens que chez le Canada, ils parlent du brotherhood, tu sens que les joueurs sont contents d'être là, ils veulent venir. Au fait, maintenant, au point qu'ils convainquent des binationaux à se joindre au Ouais, Canada Alfie Jones. et de peut-être pas aller dans l'autre nation ils auraient pu le choix d'y aller. Ouais, les plus jeunes aussi, tu as raison. Et les États-Unis, tu ne sens pas que, OK, on parlait tout à l'heure on a parlé dans les autres épisodes que comment on va mobiliser le Canada Mhm. pour être rassembleurs, être Canadiens. Puis là, les Américains, ils disent I'm American, mais là, présentement, c'est comme quand je viens jouer pour les États-Unis, est-ce que je suis vraiment OK, on est tous ensemble, unis, et on s'en va en représentation des États-Unis, comme la grosse hymne nationale des États-Unis a été, ou est. Et donc, mais, ouais, il a un gros travail de mettre les, la meilleure, je vais pas dire les meilleurs joueurs, composer la meilleure équipe qui peut lui donner d'avoir des bons résultats. Affronter le Paraguay d'entrée de jeu. Ensuite, l'Australie. Ce match-là, je ne peux pas dire que ça brise ou ça fait le tournoi des Américains, mais le match contre l'Australie, on se souvient ce que les Australiens ont fait, c'était en 2018 face à l'équipe de France, si je ne me trompe pas, en Ouais. phase de groupe. Les avait tenus. Une équipe australienne, on l'a vu face au Canada, qui va se présenter, qui va être conservatrice, qui va être extrêmement rugueuse. Là, si tu passes à côté de ton premier match face au Paraguay, ton match contre l'Australie, peut-être pas pour assurer la qualification au prochain tour, mais pour savoir tu t'en vas dans quelle trajectoire. Est-ce que tu vas affronter un premier de groupe? Est-ce que tu vas affronter un deuxième? Ou est-ce qu'au contraire, tu consolides ta place au sommet du groupe? C'est un parcours qui n'est pas... moi, je pense que les États-Unis ont largement espoir de passer au prochain tour. Mais la question, ça va être de savoir à quel À rang. quelle position dans ton groupe? C'est bien que tu mentionnes parce que l'Australie, c'est une équipe rigoureuse qui a causé des problèmes au Canada. Si toi, tu es les États-Unis et que tu n'es pas bien dans ton identité de jeu, puis tu vas avoir une équipe parce que les Australiens, il me semble, ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs dernièrement. Là, sur une dizaine, si ce n'est pas une quinzaine de matchs, ils ont Tout à fait. peut-être une défaite. Eux autres, ils arrivent connaissant, on est fort à faire ça, on va rendre la vie difficile. Toi, tu vas jouer contre le Paraguay. Un match pas facile parce que le Paraguay, c'est quand même un client qui peut arracher une première peut-être défaite pour les États-Unis chez toi. Puis après ça, tu arrives l'Australie, puis là, tu vas arriver au troisième match. Tu ne sais pas contre qui tu vas jouer, mais cette équipe-là ne sera pas plus facile pour les États-Unis du moment. Donc, ouais, autant qu'on a parlé qu'ils ont peut-être le groupe au des classements qui est le plus prenable des trois équipes des pays hôtes, autant que c'est peut-être eux autres. Moi, je pourrais dire, je ne serais même pas surpris. Là. Ils finissent troisième, peut-être passe-pas. Juste à ce point-là que je peux dire comment ça va pas bien pour les États-Unis. Je ne vais pas donner un take, là, genre hot Non, non, take. non. Ils font pas ils Non, se mais qualifient pas, mais c'est fragile. tu te dis, ils pourraient finir troisième, puis peut-être être en calcul de on finit-tu dans les 8 meilleurs troisièmes, et on ne rentre pas parce que tu as un déficit de -3 ou -2 parce que l'Australie t'aura perdu 2-0 contre eux, 2 contre-attaques. Hein? Les États-Unis ont du travail à faire. Moi, ma plus grande inquiétude, c'est justement quel genre de traces la préparation va laisser sur cette équipe-là et quel genre de traces la phase de groupe. Parce que moi, je pense qu'ils vont passer au prochain tour, mais qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? C'est quoi la vibe quand tu arrives en 16e de finale?
euh, t'es- ou quand tu arrives au tour éliminatoire plutôt, est-ce que c'est une équipe qui est de plus en plus solidaire ou est-ce qu'au contraire, qui commence à se fractionner? Tu regardes ce qui s'est passé au cours des derniers gros tournois, tu regardes ce qui se passe au cours de la dernière année, qui devrait être une année là, où tout le monde a la pédale dans le tapis, sachant, et je sais que ça remonte à loin, la plupart des gars n'étaient pas nés, mais sachant qu'en 94, c'est ça qui a fait que cette équipe-là a été capable de se rendre loin, a surpris tout le monde, a créé une fierté, puis surtout, un capital de confiance qui a permis aux Lallas, aux Balboa, Winalda, Harks et compagnie, Kobe Jones aussi, là, on pourrait tous les passer, ben, de poursuivre leur carrière, de rendre, de démarrer la MLS par la suite, c'est parce que c'est des gars qui ont compris qu'ils avaient leur recette. Mais là, euh, Sidney Fowo est un de nos collègues qui travaille avec nous des fois à RDS, il dit souvent, quand j'écoute les Américains, j'ai l'impression que je les écoute parler de leur équipe d'Angleterre. Tu sais, Ouais, ils ont cette c'est comme si combativité. mais c'est surtout qu'ils se voient comme quelque chose qui sont peut-être pas. Alors qu'en 94, on se voyait pour ce qu'on était, on savait les sacrifices qu'on devait faire parce que non, ça allait pas se passer comme ça se passe dans les plus grands clubs en Europe. C'est pas la même chose. Je pense que l'ADN des États-Unis, ils la perdent tranquillement en voulant être. Pas en voulant être. Ils ont des joueurs de. Même pas ici, excellents joueurs, pas d'assez. Mais leur ADN, c'est basé sur combativité, Mhm. fierté nationale et puis de l'athlétisme. Ça a été ça, leur ADN. Même que, tu sais, quand Jesse Marsh est devenu Canadien, justement, il a dit, tu sais, quand je retrouve le Canada, c'est comme si je retrouve des composants de qu'est-ce que les États-Unis sont. Puis on dit que les États-Unis, ils, Le ils perdre. ont oublié qu'ils sont ça avant tout, en ayant ajouté des ingrédients. Fait que, comme je dis, ils sont comme dans un, je sais pas dire un entonnoir, dans une zone grise identitaire de. On veut être le Brésil, mais oublie pas, toi, ta culture n'est pas de celle de Joga Bonito, de créativité, Hein. d'imagination, de flair, de déception. Tu vois, c'est. Ton pays a été forgé dans être ensemble national, rassembleur. Et après, tu rajoutes tes. Bon, OK, bon. Je cherche, en espérant qu'il se trouve dans les prochains mois avant que juin arrive. Peut-être pas trop tard, mais que tu es mis à devant une crise que tu dois. Ouais, parce qu'oublie pas, là, je vais rajouter là-dedans, mais c'est pour ça qu'on voit des Diego Luna, Christian Roldan, Sébastien Barrater, parce qu'avec eux autres, tu peux aller au charbon. Ah ouais. J'ajoute juste peut-être un Christian Pulisic et un attaquant. Tyler Adams, Weston McKennie, peut-être qu'ils vont être sacrifiés. Peut-être qu'ils vont être dans le groupe, mais ils vont être sacrifiés de 11 pour avoir un groupe plus complémentaire. Dans le groupe E maintenant, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Euh, Là, il y a des équipes qui vont. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une de ces équipes-là, outre l'Allemagne, qui est probablement basée sur ses plus récents résultats puis son niveau actuel. L'Allemagne est probablement heureuse de se retrouver dans ce groupe-là. Mais ça ouvre la porte. Curaçao, toute première présence à la Ouais. Coupe du Monde. Côte d'Ivoire, Équateur. Il y a un de ces deux pays-là qui se dit hey, j'ai peut-être un coup à jouer, là, parce que si tu arrives à accrocher la deuxième place du groupe, ça peut te placer dans une position intéressante pour la suite. C'est certain que si je suis la Côte d'Ivoire et l'Équateur, je me dis, la deuxième place, c'est la mienne. Et ils se disent, parce qu'ils se disent, bon, vécu d'avoir été à des Coupes du Monde, donc ils ont un compartiment à Curaçao qui arrive là, qui est Mhm. comme l'Haïti. Même pas Québec. L'Haïti, c'est leur première Coupe du Monde. Eux autres, c'est encore plus vraiment une réalité de on participe. Côte d'Ivoire, Équateur, quand tu les regardes, puis même, j'y pensais pour l'Allemagne qui n'est pas au sommet, c'est plus la période Neuer Non, non. et compagnie, là. La Côte d'Ivoire et l'Équateur ont des éléments qui peuvent te déranger quand tu vas jouer contre l'Allemagne. Il va falloir qu'ils soient vraiment bien rodés parce que le côté transition rapide, costaud, duel, et ils vont t'apporter ça, ces deux équipes-là. Mhm. Puis moi, je les vois la bataille entre eux la deuxième. On place l'Allemagne. L'Allemagne, ça n'a pas été au top. Mais ouais, moi, je vois. Présentement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un pressentiment que l'Équateur euh, est l'équipe que je vois deuxième. Il y a des astuces, puis je reviens de leur match. C'est pas eux contre le match contre le Qatar, je pense, le match d'ouverture 2022. Mhm. Ils sont partis sur une lancée, puis Ah ouais. qu'ils ont
ont déstabilisé un peu ce groupe-là. Le Qatar était là en 2022. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une première présence à la Coupe du monde depuis le Brésil en 2014. Une quatrième présence au total pour la Coupe d'Ivoire. Une cinquième pour l'Équateur. Et l'ordre des matchs est fascinant parce que tu parlais de l'Équateur qui a eu un gros match en levée de rideau en 2022. C'est Côte d'Ivoire-Équateur pour commencer le tournoi, sachant que tout le monde va s'attendre à ce que l'Allemagne batte Curaçao au premier match. Ce premier match-là, écoute, c'est rare que je lance des matchs avec des équipes qu'on connaît moins ici, qu'on suit moins, à tort ou à raison. La Côte d'Ivoire qui a eu des succès à la CAN, l'Équateur, tu l'as dit, qui a une génération intéressante, relativement jeune aussi. Ce match-là, j'ai envie de dire, c'est un de ceux qui est à pas manquer de la première ronde de match parce que tout le monde va savoir c'est quoi l'enjeu, alors que Curaçao va se joindre à la fête, on va le dire comme ça, face à l'Allemagne. Fait que Équateur, une de tes équipes Cendrillon, peut-être pour le tournoi au complet? Le tournoi au complet, je pense pas, mais tu sais, c'est d'être celle qui va mieux placée pour justement peut-être pas affronter. En deuxième, il risque d'affronter un premier, mais c'est des équipes qui, tu sais, si vous suivez la Comebol, la qualification, pose des problèmes, l'Équateur, là. Ils dérangent les autres dans la région, là. Ce qui n'était pas le cas il y a une décennie plus. Là, on sent que l'Équateur est une équipe qui peut déranger. À savoir, c'est Cendrillon, mais ils vont déranger. Meilleur résultat dans son histoire à la Coupe du monde pour l'Équateur, c'est les huitièmes de finale en 2006. Là, il va falloir réajuster le tir pour ça parce que les huitièmes de finale fut un temps où c'était pas si loin que ça. Là, te rendre en huitième de finale quand il y a 48 équipes C'est déjà de les 16e finales à passer. Fait que, mais qui, bon. qui participent à la compétition, c'est autre chose. Et pour le groupe F maintenant, Pays-Bas, Japon, Tunisie, ça, c'est les trois équipes qu'on connaît. Position 1, 2 et 4. La troisième position reste à définir entre l'Ukraine, la Suède, la Pologne et l'Albanie. Peu importe qui va se joindre à cette équipe-là, à ces trois pays-là, les Pays-Bas, Japon et Tunisie, ça va être un des groupes qui a du ballon, là. Les Japonais sont toujours très propres. La Tunisie, c'est une équipe qui a historiquement beaucoup de qualité technique. Tu ajoutes à ça l'Ukraine, la Suède, la Pologne ou l'Albanie. Il y a pas une équipe de bourrin là-dedans. Non, c'est quand tu nommais les pays, tu dis, bon, attends, c'est le pays à caractéristiques Exact. possession, de redoubler les passes, des triangles, c'est très collectif, même si ils ont des individualités qui peuvent ressortir. Donc, ça, c'est vraiment, ça va être qui va confisquer le ballon de l'autre le plus souvent, puis avoir le contrôle du jeu, va pouvoir dicter. Et il ne faut pas faire attention au Japon, puis la Tunisie. Le sentiment que tu sais, voit la Tunisie, mais oui, tu l'as dit, ils ont du ballon, ils ont des joueurs qui savent bien faire. Puis, est-ce qu'ils vont s'inspirer du Maroc? Mhm. Parce que là, ils vont dire, attends, on est dans un groupe, on a peut-être une possibilité de faire quelque chose. Oui, OK, les Pays-Bas, c'est le Cador, mais rien à envier aux autres. On peut jouer, puis le quatrième qui rentrerait dans ce groupe-là. Donc, c'est pas mal certain qu'en esthétisme de soccer, c'est peut-être les matchs qui vont être, au niveau de contrôle, le jeu, vont être les plus intéressants à voir. Les Pays-Bas ont été quart de finaliste en 2022. C'est une 12e participation. Pour les Japonais, c'est une 8e. C'est fascinant. À partir du moment où les Japonais ont décidé qu'on s'y mettait, ils n'avaient jamais participé à la Coupe du monde. Là, ils n'en ont pas raté une des 8 dernières. Leur grand défi, par contre, c'est de passer les huitièmes de finale parce qu'on a un plafond de verre qui est difficile. On a atteint les huitièmes de finale, si je ne me trompe pas, 4 fois dans l'histoire du Japon. On n'a jamais réussi à passer en quart de finale, alors que la Tunisie, en 2022, avait été éliminée à la phase de groupe et jamais sortie de son groupe en cette présence au tournoi, même si on en parlait, il y a de la qualité. Juste pour conclure sur les Pays-Bas et le Japon, qu'est-ce qui manque au Japon? Est-ce que c'est un côté un peu tueur? Parce qu'on a l'impression que c'est l'exemple parfait de ce qu'on voudrait montrer à des jeunes, de ce qu'on voudrait montrer à des coachs. C'est propre, c'est intelligent. Collectivement, c'est très fluide. Ça a toujours l'air d'une magnifique chorégraphie. Mais c'est comme si le petit élément qui manque pour arriver en quart de finale, pour arriver là où ça paye vraiment, on ne l'a pas. C'est quoi cet ingrédient-là qui manque? Ouais, je dirais que c'est un bon. Tu touches un bon point qui est
l'instinct du tueur, le cap de passer dans cette cour des équipes qui sont confiantes en elles, puis semblent sereines, peu importe la situation du match. Ce qui est bien du Japon, c'est que c'est dernièrement ils ont été un pays qui a toujours axé sur allons apprendre des autres. Beaucoup de Brésiliens qui sont Mmh. là, allons apprendre des autres, les ligues. Mais c'est tout le temps en mode, on peut dire, copie. Puis dernièrement, j'ai eu la chance de le lire, ils ont mis un plan de match, dire comment gagner la Coupe du Monde 2050. Tu te dis, un pays qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde. C'est un plan, mais dedans, dans le plan, c'est on a toujours étudié les autres, puis on a voulu prendre des autres, puis l'incorporer dans nous autres, puis devenir un peu les autres. Et là, ils ont compris, ça doit être le Japon, avec nos qualités, et oui, comprendre quelles sont les variantes, qui fait que dans les 5 dernières années, 10 dernières années, tu avais peut-être 10, 15 joueurs japonais dans Mmh. mon soccer. Là, tu en as une centaine. Certains sont dessus, sont dans la Premier League, sont dans des grands Ouais, clubs, ouais. ils performent. Donc, sans qu'ils sont dans une montée en puissance, il reste qu'ils ont besoin de performance à la Coupe du monde qui leur permet de vraiment croire qu'on peut se frotter à ce qu'il fait de mieux sur la scène internationale. Et le Japon, ils ont peut-être besoin de Nakata. En 1998, vous vous rappelez, Une le Japon, exception. non. Il y avait un gars qui avait les cheveux d'une autre couleur, puis il s'était dit, puis c'est devenu un designer de mode, puis tout. Là, ça démontre qui il était. Il avait fait exprès parce qu'il dit, ben, tu sais, on dit que les Japonais, on se ressemble tous. Fait que là, moi, je me suis démarqué. Il est allé faire une carrière en Italie, mais il était différent. Et quand tu regardes son cursus, c'est un jeune qui est un peu plus. Il brisait la hiérarchie. Ouais, Si vous connaissez bien la culture japonaise, c'est très, très, très détaillé de ouais. le parler en vous aux personnes plus Mmh. vieux. Tu ne peux pas tutoyer les gens. Tu as souvent besoin des joueurs qui brisent le moule pour te permettre d'aller à un degré plus loin. C'est ironique ça parce qu'on a l'impression que les Néerlandais, eux, en ont On trop en a beaucoup. des gars comme ça. Comment tu pas joué aux Pays-Bas, mais comment pourquoi les Néerlandais? Qu'est-ce qu'il y a culturellement dans ce pays-là? C'est peut-être le pays ou c'est peut-être la culture foot néerlandaise qui fait que tu es toujours à 2 doigts d'une engueulade dans le vestiaire qui va faire tout dérailler. Tu Ronald Koeman, là, c'est un gars qui a de la Ouais. personnalité à revendre. C'est lui qui est sélectionneur de cette équipe-là. Je qu'est-ce qui fait ça? Le pays qui a plein de talent, mais qui n'a jamais gagné la Coupe du Trois monde. finales. On surnomme la finale de 74 la plus belle équipe qui a jamais gagné la Coupe du monde, de Johan Cruyff. Hey, Parce que, c'est-tu un compliment que tu veux pas dans la vie, ça? non, parce que la culture, tu sais, là, je parle, pas stéréotypé, mais je parlais de ce que je connais d'avoir suivi les joueurs néerlandais et ce qu'on dit d'eux quand ils sont dans des clubs. Et on dit souvent que c'est les joueurs les plus chiants parce qu'ils sont tout le temps en train de poser des questions puis un peu te remettre en question. Te challenger. Parce que dans la nature de questions, on leur enseigne à poser des questions. Pourquoi tu fais quelque chose? Et donc, quand il arrive quelque chose, ben, pourquoi on fait ça? Puis un peu, c'est des techniciens. Ruud Gullit, Mmh. Ben Basten, on l'a toujours dit. Arrigo Sacchi a dit c'est les gars les plus chiants parce qu'ils sont tout le temps en train de me poser des questions. Ben, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Et donc, il fait que peut-être à l'interne, ils sont tout le temps en train de re-questionner est-ce que c'est ça la voie à suivre? Parce que tu l'as dit, écoute, Edgar Davids, Clarence Seedorf, une génération qui était spectaculaire après celle de Cruyff, n'a jamais été capable d'aller à une finale. Ils ont été une finale en Mmh. 2010. Mais pas cette génération-là. Patrick Levert, les frères de Bourg, Mmh. Danny Blint, tout ça, Van der Sar dans les buts. Parce qu'à l'interne, ils Ah ouais. s'automutilaient eux-mêmes, problème, puis que là, après ça, c'est peut-être parce qu'un joue à la Juventus, l'autre joue à AC Milan, tadada. Le plus beau problème, c'est ça, tu l'as dit, c'est à l'interne. Les autres, c'est comme, c'est pas le problème des États-Unis, c'est pas le même problème, c'est un problème qu'on sait qu'on est bon. Mais là, c'est entre nous, on se casse la tête. On va voir, tu as Frankie de Jong, Gilles Van Dijk, ils ont tellement de qualité, puis ils semblent être un peu plus moulés à être collectifs. Et quand on regarde Frankie de Jong, qui est un des leaders, il n'a pas de l'air de quelqu'un qui se dit, bon, il faut donner le ballon parce qu'il faut pas le marquer. Puis il sait qu'il fait jouer les autres. Gilles Van Dijk, justement, c'est un gars qu'on ne semble pas dire qu'il parle trop, communique sur le terrain, mais c'est pas quelqu'un qui... donc, peut-être c'est ce type d'équipe-là qui a moins de vedettes
individuel qui ressort d'être de grandes personnalités. Trop, c'est comme pas assez. Ça devrait être le slogan du foot néerlandais. Pat, toujours un plaisir. Ouais. On se retrouve bientôt pour notre prochaine émission qu'on vous présentera dans quelques semaines. Les groupes G, H et I, ça, ce sera les groupes de la Belgique, de l'Espagne et de l'équipe de France.